Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce premier webinaire de la saison 2023-2024 du PREL. Mon nom est Maude Thirion. Je suis agente de développement pour les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Et ça me fait plaisir d'être votre hôte ce soir en compagnie de Monsieur Steve Masson, notre conférencier. Avant de lui donner la parole, je vous rappelle que la conférence ce soir est d'environ 60 minutes. Il y aurait 45 minutes de présentation, suivie d'une période de questions de 10 à 15 minutes environ. Donc, ce soir, notre thème, la neuroscience au service de la motivation et de la réussite éducative. Monsieur Masson, à vous la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait grandement plaisir d'être avec vous pour vous parler de la motivation. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous parler de ce sujet-là, mais je dois vous avouer que c'est un sujet qui est vaste. La motivation, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la motivation. On n'aura certainement pas l'audace de penser que ce soir, nous allons aborder tous les facteurs qui touchent à la motivation, mais j'ai ciblé deux aspects qui sont en lien avec le fonctionnement du cerveau. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir comment fonctionne le cerveau, surtout comment fonctionnent les mécanismes de motivation dans le cerveau, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent, enseignant, pour essayer de favoriser la réussite des élèves. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Voilà qui est fait. Donc, comme ça a été mentionné, titre de la conférence, les neurosciences au service de la motivation et de la réussite. Branche les deux aspects. Et lorsqu'on parle de motivation, règle générale, on parle également de réussite, c'est-à-dire qu'on suppose qu'agir sur la motivation va favoriser la réussite. On va voir que c'est complexe. C'est complexe la motivation, même cette relation entre motivation et réussite est complexe. Mais vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. En fait, j'ai sélectionné parmi toutes les recherches que je connais sur le fonctionnement du cerveau, celles qui sont les plus intéressantes et les plus pertinentes pour favoriser la motivation. D'abord, la motivation. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la volonté d'agir pour atteindre un but. C'est quand il y a un but et que là, pour atteindre ce but-là, il va falloir faire des efforts en cours de route. Lorsque les efforts ne sont pas requis, la motivation n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on peut être motivé ou pas motivé, puis au bout du compte, on va y arriver. Mais la motivation peut être particulièrement importante dans le contexte où le but atteint va exiger en cours de route des efforts. Et c'est un défi important, je vous dirais, d'être motivé. Parce que notre cerveau a tendance pas à être paresseux. Okay? Le cerveau n'est pas paresseux, mais le cerveau a tendance à être économique. Le cerveau a tendance à ne pas gaspiller d'énergie pour rien. Et lorsqu'il faut faire des efforts, il faut bien sûr dépenser de l'énergie pour faire ces efforts-là. Et là, le cerveau va les faire, oui, ces efforts-là, à condition que ça serve à quelque chose. Et c'est parmi les éléments qui sont importants lorsqu'on parle de la motivation, cet aspect-là. Fait que, bref, retenez que motivation, c'est en lien avec les efforts. Donc, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est vraiment d'essayer de comprendre le cerveau, comprendre les différents mécanismes du cerveau pour voir si ça peut nous donner des indices pour favoriser la motivation. Et pour tout vous dire, on va non seulement parler du cerveau, mais on va se concentrer sur des sous-systèmes du cerveau, le système de récompense qu'on appelle. Le cerveau a, à l'intérieur de ces mécanismes, des systèmes de récompense et de renforcement qui sont particulièrement utiles, je vous dirais, pour la motivation. On va essayer donc de comprendre ces mécanismes-là et d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme piste d'intervention pour favoriser la motivation. Autrement dit, je vais vous parler de la recherche sur le cerveau, des découvertes notamment en lien avec la motivation. Et tout ça va être dans un but de faire le lien avec la pratique, avec l'intervention, avec des actions concrètes pour essayer de favoriser la motivation. Et en fait, ce soir, je vais vous présenter deux idées. Deux idées pour favoriser la motivation, deux idées en lien avec la façon dont notre cerveau fonctionne. La chose la plus importante, je vous dirais, en lien avec ces deux idées-là, c'est de comprendre que le cerveau, avant de faire des efforts, doit faire une analyse.
une analyse qu'on appelle coût-bénéfice. OK? Donc, le cerveau doit essayer d'évaluer qu'est-ce que ça va coûter. Qu'est-ce que ça va coûter comme effort, comme temps, comme énergie, et qu'est-ce que ça va rapporter au juste comme bénéfice. Et là, c'est le calcul de ces deux aspects-là, on appelle parfois le rapport coût-bénéfice, qui va, qui va enclencher des mécanismes menant à faire des efforts pour atteindre les objectifs poursuivis ou de ne pas le faire. Okay? Donc, vraiment, le déclenchement de la motivation, je dirais, mais des efforts aussi en lien avec cette motivation-là, découle de cette analyse coût-bénéfice. Je vais essayer de vous expliquer comment le cerveau procède pour faire cette analyse-là, quels sont les facteurs qui contribuent à ce calcul-là, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour faire en sorte que ce calcul soit bénéfique et favorise en fait la motivation. Donc, première idée. La première idée se rapporte davantage, je vous dirais, au coût, aux efforts. Comment ça fonctionne dans le cerveau? Bien, pour faire des efforts, le cerveau a besoin de passer à travers deux grandes étapes. Parce qu'en fait, jusqu'à un certain point, le cerveau fonctionne sur le pilote automatique. On fonctionne au quotidien sans trop se poser des questions, sans réfléchir intensément à tout, en évitant jusqu'à un certain point d'avoir besoin de faire des efforts soutenus. Si on peut l'éviter, on essaie d'éviter. Mais quand il le faut, le cerveau peut être prêt à faire des efforts. Comment ça marche? Un des premiers aspects se situe en fait dans cette région qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. L'image du cerveau que vous voyez, c'est une image de l'intérieur du cerveau. C'est comme si on prenait le cerveau, qu'on l'ouvrait pour regarder au milieu du cerveau, et ce qu'on voit en gris, c'est ce cortex singulaire antérieur. Donc, la partie de droite représente le front. C'est comme si on regardait le cerveau vu de côté, en fait. Donc, le front ici, le derrière de la tête. Donc, on regarde vu de profil, en quelque sorte, le cerveau. Et le cortex singulaire antérieur, c'est une région particulièrement importante, je vous dirais, parce que c'est elle qui va faire l'analyse coût-bénéfice. Il faut dire qu'elle se situe à un endroit assez stratégique dans le cerveau. Hein. Cette région se situe entre les régions liées aux émotions et aux récompenses qui sont au centre du cerveau et des régions de la partie de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, partie qui sert à faire des efforts. Lorsqu'on fait des efforts, il faut analyser, porter attention, essayer de comprendre, contrôler nos idées, et tout ça requiert des neurones du cortex préfrontal. Donc, cette région-là est en quelque sorte entre les régions associées aux efforts et les régions associées aux récompenses ou à la motivation. Okay? Donc, si cette région-là qui fait cette analyse-là arrive à la conclusion que le rapport coût-bénéfice est intéressant, que ça vaut la peine de fournir les efforts, cette région-là va envoyer un signal à la partie avant de notre cerveau, le cortex préfrontal dont je vous parlais, en particulier les deux régions qui sont indiquées ici, de faire des efforts. C'est-à-dire d'analyser la situation, d'essayer de continuer même si c'est difficile, d'essayer d'une autre façon si c'est nécessaire. Bref, toutes les régions à l'avant du cerveau qui servent notamment à la mémoire de travail, au traitement de l'information, au contrôle des idées, au jugement, à plusieurs autres aspects, à la sélection parmi plusieurs possibilités. Bref, ces régions qui demandent un apport en énergie considérable au cerveau peuvent s'activer à la suite de cette analyse coût-bénéfice. Donc, la question qui se pose, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent et enseignant pour déclencher ce processus-là, pour non seulement le déclencher, en fait, mais faire en sorte que le cortex singulaire antérieur arrive à la conclusion que ça vaut la peine de faire des efforts. Okay? L'un des éléments importants dans cette détermination, dans cette analyse coût-bénéfice, c'est de croire qu'on peut s'améliorer. À l'école, quand on a un objectif, il faut apprendre certaines choses, il faut accomplir des tâches. Et règle générale, on n'est pas capable au début du processus d'apprentissage, bien sûr, parce qu'on n'a pas appris comment faire ces tâches-là. C'est pas évident, on hésite, on peut se sentir incompétent jusqu'à un certain point, dans certaines situations du moins. Et là, pour se dire, est-ce que je vais continuer mes efforts? Est-ce que je vais continuer à être attentif, à faire les exercices, à poursuivre mon processus de compréhension?
ben, il faut être convaincu que ça va servir à quelque chose, ce processus-là. Donc, il faut croire que les efforts qu'on va faire vont nous permettre de nous améliorer. Et ça, cette croyance qu'on est capable de s'améliorer et d'apprendre, c'est en lien avec quelque chose qui est connu depuis un bon nombre d'années, qu'on appelle l'état d'esprit, qu'on appelle en anglais le mindset. En français, il y a d'autres traductions qu'état d'esprit, hein. Il y a mentalité de croissance, mentalité de développement. Moi, j'utilise ici le terme état d'esprit, qui est comme la traduction officielle, si vous voulez, de mindset. Ben, on a tous un certain état d'esprit par rapport à notre capacité d'apprendre. Il y a certaines personnes, certains élèves, qui ont un état d'esprit dynamique. Ils ont tendance à croire qu'ils peuvent s'améliorer. Ça, c'est le genre d'élève qui essaie de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, il continue, il pose des questions, fait des exercices, puis il finit souvent par s'améliorer. Okay? Mais on peut avoir un état d'esprit plus fixe par rapport à sa capacité à apprendre et à évoluer et à s'améliorer. Et quand on a un état d'esprit plus fixe, on ne croit pas. On ne croit pas qu'on peut s'améliorer. On croit qu'on est capable de réussir certaines choses, qu'on n'est pas capable de réussir d'autres choses. Et les choses qu'on est incapable de réussir, ben, on n'est pas capable parce qu'on n'est pas capable. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on n'a pas ce qu'il nous faut. L'expression la bosse des mathématiques fait penser à cet état d'esprit plus fixe. Parfois, on dit, ah, certains élèves ont la bosse des mathématiques, d'autres, ils ne l'ont pas. Mais si on croit qu'on n'a pas la bosse des mathématiques, puis que la bosse des mathématiques, ça ne se développe pas, là, qu'on pense que c'est quelque chose de l'ordre du talent, de l'inné, on l'a ou on ne l'a pas, puis on ne peut rien changer. Mais si on adhère à cette idée-là, pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts en mathématiques pour s'améliorer si on croit qu'on ne s'améliorera pas? Vous voyez le genre de calcul qu'on peut faire, là? Le cerveau analyse, se dit, OK, ça va me demander beaucoup de temps, d'énergie, ça va être pénible, ça va être difficile. Puis au bout du compte, qu'est-ce que ça va me rapporter comme bénéfice? Rien. Rien parce qu'on ne croit pas qu'on va s'améliorer. Puis évidemment, cette croyance-là, vous comprenez bien qu'elle est particulièrement problématique pour la motivation. Tu sais, pour être motivé, il faut avoir l'impression qu'on a du contrôle. Il faut avoir l'impression qu'on a du contrôle et que ce contrôle-là va nous donner l'opportunité de nous améliorer. Mais si on n'y croit pas, comment est-ce qu'on peut faire pour être motivé? Jusqu'à un certain point, si on ne croit pas qu'on peut s'améliorer, c'est tout à fait normal de ne pas faire d'efforts. Ça serait en fait une dépense d'énergie inutile que de faire des efforts dans ce contexte-là. Fait que, bref, il faut essayer de convaincre les élèves d'une façon ou d'une autre qu'ils peuvent s'améliorer. Voici quelques pistes. Okay? D'abord, l'état d'esprit, qu'est-ce que ça fait sur le cerveau? Il y a quelques études qui ont porté là-dessus et qui ont mesuré l'état d'esprit des élèves. Comment on fait ça? C'est pas très compliqué. On passe un questionnaire, il y a des affirmations et on demande aux élèves s'ils sont en accord ou en désaccord avec chacune des affirmations. Certaines affirmations qui laissent entendre qu'on peut s'améliorer, d'autres affirmations qui laissent entendre qu'on ne peut pas s'améliorer. Fait que vous voyez, là, on obtient un score, un résultat, et souvent l'état d'esprit se situe sur une échelle allant de 1 à 6, 1 étant un état d'esprit très fixe, on ne croit pas qu'on peut s'améliorer, 6 étant un état d'esprit très dynamique. La plupart des gens se trouvent un peu entre les deux. Bien, cette étude montre que plus on a un état d'esprit dynamique, plus on a tendance à corriger nos erreurs et avoir donc de bonnes performances après avoir commis des erreurs. Une autre chose intéressante aussi, c'est que plus on a un état d'esprit dynamique, plus on a tendance à activer son cerveau, et plus on active son cerveau, plus on a tendance à corriger nos erreurs et à nous améliorer. Okay? Et qu'on y pense, si on commet une erreur, puis qu'on croit qu'on peut s'améliorer, on va avoir tendance à porter attention à cette erreur-là, pour essayer de la comprendre. Et c'est là qu'il y a l'activation dans le cerveau pour analyser, comprendre la situation et éventuellement s'améliorer. Dans cette même étude, ils ont examiné qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en termes d'activité cérébrale après qu'on constate qu'on a commis une erreur. Ce qu'on remarque, c'est que après qu'on ait réalisé qu'une erreur a été commise, il y a une augmentation notable de l'activité dans le cerveau chez les élèves qui ont un état d'esprit dynamique et chez les élèves qui ont un état d'esprit plus fixe, leur cerveau va s'activer quand même quand ils vont réaliser qu'il y a une erreur, mais le niveau d'activation est beaucoup moins prononcé. C'est comme si ils réalisent qu'ils ont fait une erreur, il y a quelque chose qui se produit dans le cerveau, mais ce quelque chose-là est somme toute modeste.
ne mène pas à la mobilisation du cortex préfrontal, à l'analyse de la situation, à la compréhension de l'erreur et éventuellement à la correction de cette erreur-là. En tout cas, c'est moins probable. Le niveau d'activation est moindre et la probabilité de correction d'erreur est également moindre. Vous comprenez bien que la correction d'erreur, c'est important. Quand on apprend à l'école, ça arrive qu'on fait des erreurs, c'est pas grave, dans la mesure où on est capable de les corriger. Hein? Fait d'augmenter le fait que les élèves aient un état d'esprit plus dynamique augmente leur capacité à corriger leurs erreurs. C'est un avantage notable qu'on souhaiterait que tous les élèves aient. Hein? Si on prend ces niveaux d'activation, qu'on les reproduit sur la surface de la tête, ça nous donne le niveau d'activation et on voit très bien ici que les élèves qui ont un état d'esprit plus dynamique ont tendance à activer davantage leur cerveau, à faire plus d'efforts que les élèves qui ont un état d'esprit plus fixe. Parfait, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour stimuler un état d'esprit plus dynamique? Il y a une étude qui ont fait quelque chose de tout simple, c'est étonnant que ça ait si bien marché. Tout simple, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des participants. Ils les ont placés aléatoirement dans 2 groupes. Et dans le premier groupe, avant de devoir faire une tâche difficile dans laquelle ils allaient se tromper et corriger éventuellement leurs erreurs, juste avant cette tâche-là, on leur a demandé de lire un texte. Un texte qui parle de la neuroplasticité du cerveau. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer pour apprendre. C'est la capacité du cerveau, en fait, à modifier les connexions neuronales pour être capable d'apprendre de nouvelles choses et de s'améliorer. Okay? Donc, dans ce texte, on dit que le cerveau n'est pas fixe, le cerveau est dynamique, le cerveau peut changer, à condition, bien sûr, de s'exercer, de se pratiquer, de s'entraîner, d'être attentif et tout, mais que le cerveau n'est pas fixe. Et évidemment, on peut penser que ça influence vers un état d'esprit plus dynamique. Le deuxième groupe, pour que ça soit comparable, on leur fait lire un texte, mais pas sur la neuroplasticité du cerveau. On leur fait lire un texte, en fait, sur les types de mémoire. La mémoire à long terme, à court terme, la mémoire déclarative, procédurale, et ainsi de suite. Mais on ne dit pas qu'on peut améliorer la mémoire, on ne donne pas de stratégie de mémorisation, on ne fait pas ça. Donc, la lecture de ce texte-là influence pas vraiment l'état d'esprit. Ben, croyez-le ou non, le simple fait de lire un texte portant sur la neuroplasticité influence d'abord l'état d'esprit, donc ça stimule un état d'esprit plus dynamique, mais plus intéressant encore, ça influence l'activité cérébrale dans le cerveau. Donc les personnes qui ont lu un texte sur la neuroplasticité du cerveau ont un niveau d'activation important à la suite de la réalisation qu'ils ont commis des erreurs, tandis que le deuxième groupe, qui au départ avait un état d'esprit tout à fait comparable au premier groupe, ben, ce deuxième groupe-là, après la lecture du texte sur la mémoire, a un niveau d'activation relativement présent, mais somme toute, encore une fois, plus bas. Donc, c'est non seulement le fait d'avoir un état d'esprit dynamique qui stimule l'activation dans le cerveau, mais c'est le fait aussi d'avoir été influencé par un texte qui nous dit qu'on peut s'améliorer et que notre cerveau n'est pas fixe. Okay? Donc, vous voyez, ça sera une piste que je vous proposerai justement pour stimuler un état d'esprit plus dynamique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, la première idée que je voulais vous transmettre pour essayer de stimuler la motivation, c'est d'essayer de cultiver chez les élèves un état d'esprit plus dynamique. Et comment on peut faire pour y arriver? Première piste, c'est celle que je vous ai décrite tantôt, celle qui a été utilisée dans l'étude, c'est-à-dire faire lire un texte sur la neuroplasticité, mais allons-y de façon plus générale. Faire connaître la notion de neuroplasticité aux élèves. C'est pas tous les élèves qui savent que leur cerveau, là, c'est pas fixe. De façon étonnante, tu sais, on va à l'école pendant des années et des années et des années. C'est pas tous les élèves qui ont eu la chance de savoir que dans leur cerveau, il y avait de l'action, dans leur cerveau, ça bouge, puis que la raison pour laquelle on fait des exercices en classe, qu'il faut travailler fort, c'est pour changer notre cerveau, c'est carrément pour transformer notre cerveau, pour le rendre meilleur. Mais quand on n'est pas au courant de la neuroplasticité du cerveau, il nous manque une partie importante dans l'analyse coût-bénéfice. De savoir que le cerveau n'est pas fixe, ça peut nous amener à croire que nos caractéristiques individuelles ne sont pas fixes non plus et on peut les bonifier, on peut les améliorer. Et oui, c'est pas facile. Il ne faut pas envoyer le signal que changer puis s'améliorer, c'est facile. Parce que jusqu'à un certain point, ça peut être décourageant, ça. Si on nous dit,
bah, tu as juste à être motivé, tu as juste à faire des efforts, puis tu vas te mettre à t'améliorer. Non, vous le savez, l'apprentissage, c'est pas facile nécessairement. Sauf que, bien que ça ne soit pas juste suffisant de croire qu'on peut s'améliorer pour s'améliorer, ben de croire qu'on peut s'améliorer, de croire, pardon, qu'on peut s'améliorer, c'est la première étape pour faire les efforts requis qui mèneront lentement et progressivement à une amélioration de plus en plus notable. Fait que, bref, faire connaître la notion de neuroplasticité. Faire connaître le fait que les connexions neuronales dans notre cerveau, comme celles qu'on voit ici, ne sont pas fixes. Lorsqu'on apprend, lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on fait des efforts, il y a des changements de ce type-là qui se déroulent dans le cerveau. Tu sais, ce soir, si vous apprenez quelque chose, ben, votre cerveau va avoir changé. Puis littéralement changé. Il va y avoir eu des connexions neuronales qui vont s'être ajustées pour encoder, emmagasiner cette nouvelle information dans votre cerveau. Donc, la neuroplasticité, ce n'est pas un événement exceptionnel dans le cerveau, là, ça a lieu à chaque fois qu'on apprend. Okay? Donc, faire lire un texte sur la neuroplasticité, c'est une piste, mais une autre piste intéressante aussi, c'est de faire visionner une capsule vidéo aux élèves. Une capsule, bien sûr, portant sur la neuroplasticité du cerveau. Si vous cherchez sur Internet, vous allez en trouver certainement quelques-unes. Dans mon laboratoire, on en a fait une. C'est une de mes étudiantes au doctorat qui travaille justement sur cette question des états d'esprit et du rôle dans la motivation et la réussite, qui a créé, avec mon aide, avec l'aide de d'autres étudiants et professeurs également, cette courte capsule vidéo qui dure 4 minutes. Okay? On a fait notre mieux que ce soit le plus concis possible, mais que ça contienne quand même assez d'informations pertinentes pour stimuler un état d'esprit plus dynamique. Donc, je vous encourage à jeter un coup d'œil à cette vidéo-là. Et si vous allez sur cette page web-là, vous allez voir aussi qu'il y a un texte d'accompagnement. C'est-à-dire, vous regardez le texte, ça explique d'où vient la vidéo, sur quoi elle est basée, quelles sont les principales caractéristiques et de quelle façon vous pouvez l'utiliser, cette vidéo-là. Donc, moi, je pense qu'on devrait faire écouter cette vidéo-là à tous les élèves, okay, sans aucune exception. D'abord, ben, parce que ça fait connaître le cerveau. Ah, on est à l'école pour apprendre plein de choses, mais on est aussi à l'école pour apprendre qui on est, puis comment notre corps, notre cerveau fonctionne. Je pense que ça vaut la peine. Ce n'est que comme une espèce de cours de science hein, où on apprend comment fonctionne le cerveau. Mais au-delà de ça, je pense que ça vaut la peine de le savoir. Puis on fait aussi référence dans cette vidéo à quelques stratégies d'études. L'idée étant de non seulement dire aux élèves que le cerveau peut changer, mais qu'il y a des stratégies qui peuvent faire en sorte qu'on peut aider notre cerveau à changer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé Aide ton cerveau à mieux apprendre. Okay? Je jetterai un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. On travaille fort sur cette vidéo-là, puis on a investi beaucoup de ressources là-dedans. Deuxième stratégie, toujours pour cultiver un état d'esprit plus dynamique, c'est de fournir des rétroactions compatibles avec un état d'esprit dynamique. Donc, ce qu'on dit à l'élève pour l'encourager, pour lui donner des commentaires, de la rétroaction, il faut faire attention à la façon dont on le dit, puis les mots qu'on emploie. Parce qu'il y a certaines façons d'encourager qui peuvent stimuler un état d'esprit fixe, ce qu'on veut bien évidemment éviter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme rétroaction ou comme encouragement? Tout le temps d'essayer dans nos paroles d'associer le succès à un processus. Un processus qui est exigeant, qui demande des efforts, mais qui demande aussi l'utilisation de bonnes stratégies en cours de route, mais un processus. Donc, apprendre, ça ne se fait pas instantanément. Si on ne comprend pas à un moment donné, ce n'est pas grave parce qu'apprendre, c'est un processus. Okay? D'envoyer le signal si une erreur est commise, ce n'est pas la catastrophe. C'est l'erreur et la confirmation qu'on n'a pas encore appris. Parmi les choses qu'on peut dire aux élèves, un élève qui a de la difficulté, on peut lui dire ben écoute, tu as de la difficulté, l'objectif, ce n'est pas de tout réussir d'un coup. L'objectif, c'est de développer ta compréhension étape par étape. OK, tu es bloqué, là, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux essayer d'autre maintenant? Pour un élève qui a plus de facilité, il faut essayer d'éviter de lui dire hey, bravo, tu es bon, toi, tu as du talent. Il faut idéalement mettre l'accent sur le processus. Parce que si on dit tu as réussi parce que tu as du talent, ça ne met pas l'accent sur le processus, ça met l'accent sur une caractéristique qui est peut-être déjà présente avant même de faire des efforts. Okay? Fait que ce qu'on peut dire, c'est, je veux dire à un élève, hey, bravo pour ton excellent résultat. Hein? Tu vois, tu as travaillé fort, tu as amélioré tes stratégies d'études, donc on met l'accent sur les efforts et les stratégies, et depuis, tu ne cesses de t'améliorer.
OK? C'est le genre de phrases d'encouragement qui peuvent non seulement motiver, mais stimuler un état d'esprit plus dynamique. C'était la première idée, cultiver un état d'esprit plus dynamique. Deuxième idée, elle est un peu contre-intuitive, celle-là, vous allez voir. Elle repose sur le fait que notre cerveau dispose d'un système de récompense. Donc, en quelque sorte, notre cerveau a comme un module qu'on appelle le striatum. C'est une région cérébrale qui peut s'activer. Et ce striatum-là, lorsqu'il s'active, ça a l'effet d'une récompense. Okay? Donc, on est content. Quand on est content, c'est souvent parce que le striatum s'est activé. Okay? Il y a des études qui ont montré que la rétroaction qu'on reçoit après avoir fait une tâche, donc on fait une tâche, puis on nous dit si on a bien fait, si on a moins bien fait, mais la rétroaction qu'on reçoit, ça peut non seulement activer le striatum, mais ça peut mener au relâchement de dopamine dans le cerveau. Dopamine, qui est une molécule qui sert notamment à générer un sentiment de plaisir et de satisfaction, qui peut nous encourager à continuer dans la même direction. Dans cette étude-là, on a évalué qu'est-ce qui arrive au niveau de dopamine dans le cerveau lorsqu'on reçoit de la rétroaction versus lorsqu'on n'en reçoit pas. Donc, vous voyez, le niveau de dopamine est beaucoup plus élevé lorsqu'il y a de la rétroaction. Puis dans cette même étude-là, on a vu en fait que plus on réussit les tâches demandées, plus on reçoit de la rétroaction positive. Une rétroaction positive, elle confirme qu'on a réussi. Et plus le niveau de dopamine augmente. Okay? Donc, c'est pas juste en fait la rétroaction qui est importante pour stimuler le relâchement de dopamine dans le cerveau, c'est la rétroaction positive. C'est quand on réussit quelque chose que ça peut nous encourager ou nous féliciter en quelque sorte. Notre cerveau nous félicite d'avoir réussi en relâchant des neurotransmetteurs qu'on appelle la dopamine. Okay? Dopamine qui est intéressante parce que ça sert à toutes sortes de choses dans le cerveau, mais l'un des rôles, c'est de stimuler un état de plaisir et de satisfaction. Fait que, si j'essaie de vous résumer dans une espèce de séquence d'événements qui se produisent, ben, si on réussit quelque chose, on reçoit de la rétroaction positive. On se rend compte qu'on a réussi ou on se fait dire qu'on a réussi. La rétroaction positive engendre l'activation du striatum, qui est la région au cœur du cerveau qui contribue au système de récompense. L'activation du striatum mène au relâchement de dopamine qui mène au sentiment de plaisir et de satisfaction. Et le sentiment de plaisir et de satisfaction et de fierté d'avoir réussi quelque chose, parce que c'est ça qui provoque la dopamine aussi, ben ça peut contribuer à la motivation. Hein? Si on prend plaisir, si on est récompensé en faisant des choses au niveau cérébral, ben ça peut contribuer à la motivation, bien évidemment. Et là, vous voyez ici, c'est particulièrement intéressant parce que la réussite engendre la motivation. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est étonnant. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de motivation, on parle comme un préalable à la réussite. Il faut être motivé pour apprendre. Il faut être motivé pour réussir. Et la conséquence de ça, c'est qu'on se dit, il faut s'arranger pour que les élèves soient motivés. Que s'ils sont motivés, ils vont réussir. Mais là, vous voyez que cette séquence d'événements laisse entendre que c'est l'inverse. C'est la réussite qui provoque la motivation. Et pas nécessairement la motivation qui provoque la réussite, quoique c'est possible également. Là. Mais vous allez me dire, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient avant quoi? Est-ce que c'est la réussite qui provoque la motivation? C'est la motivation qui provoque plus de réussite, qui provoque plus de motivation? Qu'est-ce qui arrive en premier? C'est évidemment une question de recherche particulièrement difficile. Okay? Savoir si c'est la réussite qui provoque la motivation ou l'inverse. Il y a des chercheurs qui se sont attaqués à ce problème-là. Puis ils l'ont fait assez brillamment. Je vous présente une de ces études-là, okay? Qui a essayé d'examiner justement si la motivation cause la réussite ou si c'est l'inverse. Et là, ils sont partis de l'idée qu'on va vérifier si la réussite à un moment donné provoque plus de motivation plus tard. Et à l'inverse, est-ce que la motivation à un moment donné provoque plus de réussite plus tard? Donc, est-ce que la motivation provoque davantage de réussite? Alors, ils ont mesuré la réussite en mathématiques et la motivation en première, deuxième et quatrième année. Puis, ils ont essayé de voir s'il y avait un lien
entre ces différentes mesures-là. Se sont rendus compte, sans trop de surprise, que la réussite d'une année est fortement liée à la réussite à l'année subséquente. Okay? Le poids de cette relation est très important ici. C'est un peu normal. Si tu es bon en mathématiques une année, tu risques d'être bon l'année suivante. Hein? Notamment parce que apprendre repose beaucoup sur les connaissances antérieures. Si tu as réussi mieux dans le passé, tu as plus de connaissances antérieures qui t'aident à mieux apprendre. Okay? La motivation, c'est un peu pareil. La motivation, c'est-à-dire la motivation d'une année, a tendance à être liée à la motivation d'une autre année, puis ainsi de suite. Le lien, il est moins fort, mais il est, somme toute, quand même assez élevé. Okay? Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la réussite en première année provoque plus de motivation plus tard? Puis la réponse est oui. L'effet n'est pas très grand, mais il est significatif. Donc, on peut dire que oui, plus on réussit, plus on a tendance à être motivé. Mais est-ce que plus on est motivé, plus on a tendance à réussir? La réponse est non. La relation est de 0. Donc, ton niveau de motivation, dans cette étude-là, c'est en première année, n'a pas d'impact sur ta réussite. Ça ne provoquera pas une plus grande ou une plus petite réussite. Fascinant. Puis entre la deuxième et la quatrième année, c'est la même chose. Okay? Il y a un apport significatif de la réussite à la motivation, mais pas d'apport de la motivation à la réussite. Okay? C'est un peu troublant d'entendre ça parce que, je ne sais pas pour vous, là, mais depuis que je suis petit, presque, on dit la motivation, c'est un préalable à la réussite. Et c'est plus compliqué que ça. Il y a d'autres études en passant qui confirment ces résultats-là. Ça, c'est une des autres études. Ils ont essayé d'examiner est-ce que c'est lire davantage de livres qui provoque de meilleures habiletés, de meilleures réussites en lecture, ou est-ce que c'est le fait d'être initialement assez bon en lecture qui fait en sorte qu'on fait beaucoup de lecture? Et la deuxième relation est celle qui est la plus importante. C'est-à-dire que si on est assez bon en lecture, on va avoir tendance à lire plus de livres. Évidemment, plus on lit de livres, plus on va devenir bon en lecture, d'accord. Mais qu'est-ce qui précède quoi? Il semblerait que c'est les habiletés en lecture qui déterminent la quantité de livres qu'on va lire. Un autre aspect, ça ressemble un peu au niveau de la réussite en lecture, cette fois, en compréhension de lecture, je devrais dire. Ils ont examiné le lien entre la motivation et la réussite et le lien plus fort entre la réussite et la motivation que l'inverse. Fait que, bref, c'est parce qu'on est capable, on est assez bon pour comprendre un texte qu'on va être motivé à essayer de comprendre les textes qu'on est en train de lire. C'est un peu, c'est peut-être, j'espère que vous ne trouvez pas ça trop déroutant, mais moi, quand j'ai été en contact avec ces études-là, ça demande comme un changement de vision. Tu sais, vous assistez à cette conférence pour favoriser la motivation. Moi, je suis en train de vous dire, une excellente façon de favoriser la motivation, c'est de favoriser la réussite. Parce que plus les élèves réussissent, plus ils ont de chances d'être motivés. Plus ils ont de chances d'être motivés, d'aimer l'école, d'avoir le goût d'apprendre. Et là, on parle de choses vraiment particulièrement intéressantes. Je vous dirais qu'on veut favoriser la réussite, oui, des élèves, mais on veut favoriser leur curiosité, leur intérêt à apprendre. Il semblerait que la réussite est un des facteurs qui permet ça. Donc, la deuxième idée que je voulais vous partager, c'est de favoriser la réussite et l'augmentation de dopamine. Plus on favorise la réussite des élèves en utilisant, par exemple, des stratégies pédagogiques efficaces, plus les élèves vont avoir tendance à être motivés, notamment en raison du relâchement de dopamine dans leur cerveau lorsqu'ils réussissent. Quand on réussit, surtout quand on réussit quelque chose qui n'est pas si évident, pas si facile, vous savez, ce sentiment de satisfaction là, quand on réussit une tâche exigeante, ben, c'est un aspect qui contribue notablement à la motivation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser la réussite? Okay, c'est une grande question. Vous comprenez bien qu'on n'aura pas le temps de l'aborder en 5 minutes, là. Mais quelques pistes très, très rapides. Okay? L'idéal, c'est de fournir de la rétroaction positive aux élèves. Lorsqu'ils font un bon coup, ça vaut la peine de leur dire, ça vaut la peine de leur mentionner, ça vaut la peine de les féliciter. Pour qu'ils en particulier, je vous dirais, s'ils ne réalisent pas eux-mêmes qu'ils ont fait quelque chose de bien, ça vaut la peine de le mettre en évidence pour qu'il y ait activation du striatum, relâchement de dopamine dans le cerveau. S'ils réalisent eux-mêmes, à ce moment-là, le cerveau relâche de la dopamine de toute façon. Okay? Mais si un élève a tendance à se dénigrer un peu, puis il y a des choses qui sont faites par cet élève-là qui sont bien, qui sont pertinentes, ça vaut la peine de le dire. Un autre aspect, toujours au sujet de la rétroaction, non seulement donner de la rétroaction positive, mais si vous voulez optimiser encore plus les effets de la rétroaction, idéalement, c'est des réactions
assez fréquents. Pas constamment dire que l'élève fait tout bien, si c'est pas vrai, là, non. Mais s'il y a des bons coups qui sont faits, on les met en évidence de façon assez fréquente et idéalement immédiatement. C'est-à-dire que quand l'élève fait une bonne chose, tout de suite, on lui dit, idéalement. Parce que si on le dit plus tard, des fois, l'effet est un petit peu moins grand au niveau de l'activation du striatum. Une autre piste, c'est d'essayer de favoriser la réussite. Moi, c'est une piste qui m'intéresse particulièrement. Là. Certains d'entre vous le savez déjà. Là. Moi, en recherche, je m'intéresse beaucoup à comment on peut utiliser des stratégies pédagogiques efficaces, prenant en compte les mécanismes de fonctionnement du cerveau pour favoriser la réussite du plus grand nombre d'élèves possible. Bien, on peut s'appuyer sur les résultats de recherche pour identifier des stratégies ou des principes qui peuvent favoriser l'apprentissage. Donc, je vous encourage autant que possible à essayer d'utiliser des stratégies d'enseignement, des stratégies d'études ou de promouvoir des stratégies d'études qui ont plus de chances de favoriser la réussite. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. J'en ai écrit un il y a quelques années. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de mon laboratoire. On a une section qui contient, la section ici, magazine. Ce sont des articles qu'on a écrits qui s'adressent aux enseignants. Donc, ce sont des articles de vulgarisation. Souvent, ils ont 2-3 pages qui portent souvent sur un aspect qui peut favoriser l'apprentissage. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous jetterez un coup d'œil. Tous les articles sont bien sûr disponibles dans cette section-là, du moins gratuitement. Si vous allez voir dans la section revue, ça, c'est les articles scientifiques qu'on a publiés. Ça, c'est plus complexe, c'est plus technique. Si jamais ça vous passionne et vous intéresse, vous jetterez un coup d'œil. Mais ce que je vous recommande d'emblée, c'est vraiment la section magazine. Une autre piste aussi, toujours dans cette optique de favoriser la réussite, de favoriser la rétroaction positive, c'est que les tâches d'apprentissage, que les exercices, autrement dit, soient ni trop faciles, ni trop difficiles. Primordial, je vous dirais. Si les tâches sont trop faciles puis que les élèves les réussissent sans vraiment d'effort, sans surprise, ça engendre pas beaucoup d'activation dans le striatum. Donc, pas beaucoup de relâchement de dopamine, pas beaucoup de contribution à la motivation. Si les tâches sont trop difficiles, ben là, l'élève ne sera peut-être pas capable de les accomplir, ces tâches-là. Ou ne sera pas capable de les accomplir raisonnablement. Il va peut-être réussir certains aspects, mais va en manquer plusieurs autres. Et ce qui stimule la motivation, c'est le fait de réussir, c'est pas le fait d'échouer. Okay? Donc, si on fait une tâche, puis cette tâche-là est trop dure pour nous, qu'on comprend rien, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on réussit rien, ça va juste renforcer notre croyance qu'on n'est pas capable d'y arriver, puis ça ne va certainement pas stimuler les mécanismes de motivation. Donc, pour apprendre, idéalement, il faut avoir des tâches ni trop faciles, ni trop difficiles. Des tâches assez difficiles pour être un certain défi, mais pas trop difficiles pour pas qu'il y ait trop d'erreurs. Tu sais, si on fait 100% d'erreurs, c'est sûr que c'est décourageant. Ça ne favorise pas l'apprentissage. Si on fait 50% d'erreurs, c'est beaucoup, 50% d'erreurs. Tu sais, si tu as une bonne réponse sur deux, ça peut être décourageant, je dirais. Il y a des chercheurs qui se sont posé la question, c'est quoi le pourcentage d'erreurs idéal pour favoriser la réussite? Et bien qu'on n'ait pas de réponse claire à l'heure actuelle, il y a certaines modélisations mathématiques qui donnent certains résultats plausibles. Okay? Une de ces études-là est la suivante. Ils ont fait apprendre à un ordinateur comment distinguer des images de chiens et de chats. Une tâche, somme toute, assez banale pour les humains. Là. Mais là, on programme l'ordinateur selon certains algorithmes d'apprentissage. On lui présente des images de chats et de chiens et on lui donne de la rétroaction en cours de route. Et les images peuvent être très, très claires, où ça va être très facile d'identifier le chat et le chien. Puis d'autres images, ça va être beaucoup plus difficile et donc le taux d'erreur de l'ordinateur va être plus élevé. Et on veut que ce taux d'erreur, bien sûr, s'améliore dans le temps. Et là, ils ont fait plein de versions de la tâche et ils ont testé plein de taux d'erreur possibles en fonction du niveau de difficulté de la tâche. Puis regardez ce qu'ils ont obtenu. Ils ont regardé que le taux d'erreur optimal pour favoriser l'apprentissage est de 16% d'erreur à peu près. Donc, si on commet 0% d'erreur ou 50% d'erreur et plus, ça donne 0 apprentissage. Okay? Il y a probablement trop d'erreurs, l'ordinateur ne sait plus où s'en aller, ne sait plus quoi faire. Fait que, bref, ce taux d'erreur-là, ça serait trop élevé. Okay?
Si on fait aucune erreur, ben, si on fait aucune erreur, on n'apprendra pas grand-chose parce qu'on le savait déjà au départ. Okay? Fait que le taux d'apprentissage serait optimal quand le taux d'erreur est à peu près, disons, 15%. Ou si vous préférez, quand le taux optimal est de 84%. Il ne faut pas prendre ce chiffre-là comme un absolu qu'il faut atteindre directement, puis dans tous les contextes. Non, il y a plein de recherches à faire pour voir les facteurs qui influencent peut-être ce pourcentage-là. Mais ça paraît raisonnable de penser que dans une tâche d'apprentissage, dans un exercice, si on réussit à peu près 85% des choses qui nous sont demandées, probablement que le niveau d'apprentissage est plus rapide et que ça ne contribue pas à une démotivation. Hein. Trop d'erreurs peut contribuer à une démotivation. Là, on est peut-être exactement au bon endroit. Hein. C'est un problème d'optimisation. Là. Trop, c'est pas bien. Pas assez, c'est peut-être pas bien aussi parce que ça voudrait dire que c'est trop facile. Juste entre les deux, ça, entre les deux-là, c'est peut-être un taux de réussite d'à peu près 85% une tâche d'apprentissage. Ça reste à confirmer par contre. Okay? C'est un ordre de grandeur. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, on a vu que plus on stimule un état d'esprit dynamique, plus les élèves ont tendance à faire des efforts, plus ils font des efforts, plus ils ont tendance à réussir, plus ils réussissent, plus il y a de relâchement de dopamine dans le cerveau, plus ils ont de bénéfices hein, qui découlent de leurs efforts. Fait que moi, j'ai voulu mettre en évidence les deux idées. Là. La première idée, c'est en lien avec ça. C'est en lien avec le fait on stimule un état d'esprit dynamique, on favorise les efforts. Deuxième idée, c'est qu'on favorise la réussite qui mène à un relâchement de dopamine et qui mène à des bénéfices. Puis une chose particulièrement intéressante, je vous dirais, c'est on agit sur deux fronts avec les deux idées que je vous ai présentées. La première, c'est on essaie d'encourager les élèves à faire plus d'efforts. Deuxième aspect, c'est on s'arrange pour qu'ils aient des bénéfices découlant de leurs efforts. L'idée, c'est qu'on fait des efforts, on a des bénéfices. Et si on a des bénéfices découlant de nos efforts, on a tendance à faire plus d'efforts. Fait que vous voyez, ça fait une espèce de cycle, une boucle de renforcement là, dans laquelle on veut absolument inscrire les élèves. On veut qu'ils voient cette relation, que faire des efforts, ça vaut la peine parce que ça sert à quelque chose. Et comme ça sert à quelque chose, ça peut donner encore plus le goût de faire des efforts. Okay? Donc, en résumé, cultiver un état d'esprit dynamique en faisant connaître la neuroplasticité du cerveau et en fournissant des rétroactions compatibles avec un état d'esprit plus dynamique, mettre l'accent sur le processus. Apprendre, c'est un processus. Deuxième idée, essayer de favoriser la réussite. Favoriser la réussite, ne pas oublier de donner de rétroactions positives, d'appuyer nos interventions pédagogiques et nos stratégies d'études autant que possible sur des stratégies efficaces, reconnues comme étant efficaces pour optimiser les chances de réussite, et finalement, proposer des tâches qui sont ni trop faciles, ni trop difficiles, pour qu'on puisse avoir un certain défi, mais un défi qui est réaliste, un défi qui va nous permettre de vivre des succès et d'avoir peut-être quelques erreurs à corriger en cours de route. J'espère que vous avez apprécié. J'imagine qu'il y a des questions, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup d'abord pour cette présentation, ma foi, fort intéressante. Ça a généré quelques questions. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les inscrire dans l'espace Q&A, donc les questions et réponses en bon français, ou dans le chat, je pourrais me promener entre les deux. Dans les premières questions, en fait, je vais débuter, je pense, par les questions sur le vidéo. Vous avez mentionné qu'il y avait la capsule ton cerveau à mieux apprendre, pardon. Oui. Et on avait des participants qui nous demandaient si c'était assez vulgarisé et adapté aux élèves du premier cycle du primaire. OK, bonne question. On l'a optimisé pour 5e, 6e année du primaire, je vous dirais, OK? Sauf qu'il est tout à fait réaliste de montrer ça à des plus jeunes, même à des premières années, même à des maternelles, je crois. Mais là, évidemment, le niveau d'accompagnement va être un peu différent. Vous allez présenter la vidéo, peut-être que les élèves n'auront pas tout compris, mais ils vont avoir compris peut-être l'essentiel. L'idée, ça serait peut-être de revenir sur le sujet, de revenir sur les idées clés du sujet. Fait que, moi, je pense pas que c'est une mauvaise idée de le présenter à des plus jeunes. Mais sachez que c'est pas optimisé. On a essayé de faire en sorte que la vidéo soit pertinente pour le primaire et un peu pour le secondaire aussi. Fait que, c'est une animation avec des dessins animés, fait que c'est peut-être un peu jeune, mais je pense que pour le secondaire, c'est tout à fait correct aussi.
même pour des adultes. Honnêtement, là, moi, j'ai des enseignants qui m'ont dit qu'ils ont écouté la vidéo, puis qui ont aimé ça, puis qui ont appris des choses. Fait que oui, je pense qu'il ne faut pas se gêner à l'utiliser, même avec des jeunes enfants, tout en ayant conscience qu'il faut un certain accompagnement. Je me disais d'ailleurs, si je peux me permettre, je pensais auprès les partenaires pour la réussite, on parle beaucoup des adultes significatifs autour du jeune. Ici, on a beaucoup d'enseignants, de gens qui sont des intervenants, des professionnels. Mais je pensais à la relation avec les parents. Donc, le parent qui peut aussi faire des rétroactions positives, qui peut s'intéresser à la neuroplasticité, qui peut peut-être changer sa propre perception de la réussite, l'échec et la motivation pour venir en soutien, en fait, aux enseignants qui vont mettre ces pratiques en branle. Donc, comment est-ce qu'on leur transmet ce message à eux aussi? Ce sera peut-être une piste de réflexion à avoir. Oui, mais clairement, tu sais, puis c'est un peu voulu au sens où j'ai préparé la présentation pour qu'elle soit pertinente à la fois pour les enseignants et pour les parents, mais ça vaut la peine de le souligner que, tu sais, les parents peuvent avoir un rôle dans tout ça. Mais c'est pas évident parce que c'est le genre de connaissances que les parents n'ont pas nécessairement habituellement. Hein. Fait que là, tu sais, il y a un questionnement, je trouve, de la part, admettons, d'une équipe école lors des premières rencontres de parents en début d'année. Il y a peut-être quelques éléments, quelques trucs ou conseils qu'on peut transmettre aux élèves, aux parents, pardon, notamment en termes de stratégie d'études et tout ça. Puis peut-être c'est un des aspects, tu sais, on peut comme leur montrer cette vidéo-là, peut-être dire que on va voir cette vidéo-là en classe avec les élèves, puis leur parler du fait que c'est important de leur dire qu'apprendre, c'est un processus, que c'est pas toujours facile, que ça peut demander du temps, mais que le cerveau est capable de changer. Fait que oui, moi je pense que les parents, ça vaut la peine de les impliquer, clairement. Merci. Puis justement, vous avez mentionné donc là la neuroplasticité, le fait que le cerveau peut changer. J'ai quelqu'un qui se questionnait sur l'âge. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça fige? Est-ce qu'il y a une meilleure période de la neuroplasticité? Comment ça marche? Ben, je comprends de poser la question, OK? Parce que longtemps, on a cru que le cerveau du petit bébé allait se développer, là, puis qu'après ça, c'était fixe. Puis c'est comme un peu normal de penser ça parce que le bébé apprend tellement de choses, hein. Il apprend à attraper les objets, à marcher, à parler. La quantité d'apprentissage qui est fait par les très, très jeunes enfants, bébés et plus vieux, c'est astronomique. Fait qu'on se dit, ah, ils ont un cerveau capable d'une très grande neuroplasticité parce qu'ils apprennent plein de choses. Ce serait une erreur de penser ça. OK? La raison pour laquelle les bébés et les enfants apprennent plein de choses, c'est parce qu'ils ne savent pas grand-chose. OK? C'est-à-dire que pour s'adapter à leur environnement, ils n'ont pas le choix d'apprendre à bouger, ils n'ont pas le choix d'apprendre à marcher, ils n'ont pas le choix d'apprendre à parler éventuellement. Fait que, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage, mais ça ne veut pas dire que plus tard, on ne conserve pas cette neuroplasticité. À vrai dire, la neuroplasticité, on la conserve tout au long de la vie. OK? Même les personnes âgées et très âgées ont quand même une certaine forme de neuroplasticité. OK? Mais évidemment, tu sais, quand on est un adulte bien adapté à son environnement, la quantité d'apprentissage qu'on fait est plus modeste. On n'a pas besoin d'apprendre tous les jours des tonnes de choses, la plupart du temps en tout cas. Et ça fait en sorte qu'on a moins besoin de changer notre cerveau. Et que c'est vrai donc que le cerveau adulte modifie moins ses connexions neuronales, mais ce n'est pas en raison d'une plus faible neuroplasticité. Du moins, en tout cas, je n'ai jamais vu d'études qui allaient dans cette direction-là. Fait que, bref, ça vaut la peine de le réaliser. Puis, ça vaut la peine aussi de souligner que les élèves qui ont de la difficulté ou des troubles d'apprentissage, ce n'est pas des problèmes généralisés de neuroplasticité. Okay? J'ai jamais entendu parler d'un groupe d'élèves ou d'un sous-groupe d'élèves ou d'un trouble d'apprentissage qui est en lien avec une absence de neuroplasticité. Ça n'existe juste pas. Il arrive parfois que certaines régions clés de la lecture ont de la difficulté à créer des connexions neuronales, ce qui cause des problèmes au niveau de la lecture. Mais ce n'est pas un problème généralisé de neuroplasticité. Des fois, les troubles d'apprentissage sont associés des fois à des sous-mécanismes bien spécifiques du cerveau. Ce pas des choses très générales. Fait que, bref, je vous dis tout ça pour vous dire que tout ce que je vous ai présenté, c'est utile pour tous les élèves, incluant ceux qui ont de la difficulté. Et probablement encore plus pour les élèves qui ont de la difficulté, puis c'est eux qui ont besoin de plus de motivation. Ben merci, vous venez de répondre à... Il y avait deux questions à ce sujet-là. Okay. Les élèves TDAH, les élèves avec une neurodiversité, est-ce que ça s'applique à eux? Donc, Ouais, j'entends complètement. que ça s'applique à tout être humain, finalement. Ouais, oui. Puis vous savez, plus il y a comme une tendance que plus on a de la difficulté, plus on vit des échecs, plus on développe un état d'esprit plus fixe.
C'est un peu logique, c'est comme la conséquence logique, là. Si on se rend compte qu'on n'est pas capable, on va finir par croire qu'on n'est pas capable. Fait que pour ces élèves-là, c'est encore plus important, je vous dirais, d'essayer de stimuler un état d'esprit dynamique. Puis d'ailleurs, les résultats sont assez clairs. Les résultats sont beaucoup plus bénéfiques pour les élèves en difficulté lorsqu'on cherche à stimuler un état d'esprit plus dynamique là, que chez les élèves plus réguliers. Chez les élèves réguliers, c'est bien, c'est pas négatif de faire ça avec eux. On encourage à le faire pour tous les élèves, mais l'effet risque d'être surtout auprès des élèves qui en ont le plus de besoin. Si bien que ça devient presque une piste pour favoriser l'égalité des chances. Hein, parce que là, on favorise particulièrement les élèves en difficulté, je vous dirais, sans défavoriser pour autant les élèves qui ont plus de facilité. C'est drôlement intéressant, je trouve. Là. Merci. Là, j'ai envie de fusionner deux questions parce qu'on a commencé à les aborder. J'avais une question d'Alexandra qui disait, est-ce que c'est un processus inné ou est-ce qu'il se développe en fonction de l'éducation que l'on reçoit? Donc, est-ce qu'on est à la limite avec un esprit dynamique ou un esprit fixe ou est-ce que notre socialisation peut avoir un impact? Donc, c'était une des voies de question. Et l'autre morceau de question est Myriam qui demandait, est-ce que l'analyse coût-bénéfice est une analyse qui se fait de façon consciente ou inconsciente? Ouais. Je vais répondre à cette question-là en premier. Ça peut être les deux. Ça peut être conscient ou inconscient. Mais ça peut être inconscient. Ça vaut la peine de le dire. Là. Le cerveau peut faire tous ces mécanismes-là, puis ça se passe tellement rapidement qu'on s'en rend pas compte. Tu sais, quand vous prenez une décision, là, c'est toujours sur la base d'une analyse coût-bénéfice, même si vous n'en êtes pas rendu compte. Fait que oui, ça peut être conscient. On peut s'asseoir, faire la colonne des pour, la colonne des contre, puis prendre une décision sur cette base-là. Mais parfois, ça peut être rapide et très instinctif, je vous dirais. C'est comme on prend la décision, puis parfois sur la base de toutes les informations requises. D'ailleurs, quand un élève décide de ne pas travailler, ben, il a fait une analyse coût-bénéfice, mais il ne l'a peut-être pas fait de façon très attentive, posée et consciente. OK? Pour ce qui est de la première question qui était, est-ce que l'état d'esprit, c'est inné dès la naissance ou pas? C'est pas inné dès la naissance. Il y a toujours, toutes nos caractéristiques individuelles dépendent en partie de notre génétique. Okay? Même nos traits de personnalité psychologiques, là, le fait qu'on soit colérique ou pas, qu'on soit de bonne humeur ou pas, qu'on ait un état d'esprit dynamique ou pas, ça dépend toujours en partie de nos gènes, mais jamais totalement de nos gènes. Ça dépend aussi de nos expériences de vie. Puis ça dépend, notamment, je me souviens d'une étude qui a montré que ça dépend ce que les parents disent aux enfants. Okay? Il y a des études qui montraient que si on mettait l'accent justement sur le fait que c'est un processus, qu'apprendre ou se développer, c'est un processus, puis que commettre des erreurs, c'est pas grave, on se relève, puis on essaie de progresser, c'est très bien. Ça peut être encourageant. Mais j'avais aussi lu une étude qui était un peu surprenante, qui montrait qu'il y a comme une drôle de relation que les enseignants qui ont le plus un état d'esprit dynamique ont tendance à nuire à la réussite de leurs élèves. Ça, je trouvais ça vraiment étrange, puis ça m'a questionné. Mais en fait, le problème, c'est pas d'avoir un état d'esprit dynamique. Dans l'étude, il montrait très bien, en fait, que c'est que les enseignants qui ont un état d'esprit plus dynamique ont tendance à donner moins de rétroaction aux élèves. Et parce qu'ils donnent moins de rétroaction, ils apprennent moins. Okay? Fait que c'est pas l'état d'esprit qui est problématique, c'est le fait de donner moins de rétroaction. Et là, peut-être qu'ils donnent moins de rétroaction parce qu'ils croient trop en les élèves. Ils sont tellement convaincus que les élèves sont capables d'apprendre qu'ils se disent « je les laisse aller », puis ils vont pouvoir apprendre, alors que l'enseignant, via notamment la rétroaction qu'il peut fournir aux élèves, joue un rôle déterminant dans la réussite. Vous savez, la rétroaction, c'est pas mal, j'allais dire le facteur numéro 1, mais en tout cas, c'est un des facteurs les plus importants dans la réussite des élèves sur lesquels on a un contrôle. Les rétroactions qu'on donne sont particulièrement importantes. Fait que bref, en tant que parent, par exemple, à donner de la rétroaction aux élèves, d'essayer d'encourager les efforts, le changement de stratégie quand ça ne fonctionne pas, tout ça peut contribuer. Fait que vous voyez, c'est compliqué. Je ne pourrais pas vous dire que ce n'est pas du tout inné, parce que la plupart du temps, ça l'est un peu. Donc, il va y avoir des élèves qui vont avoir une tendance qui leur est propre,
Puis parfois, il va falloir aller à l'encontre de cette tendance-là, si cette tendance-là mène à un état d'esprit plus fixe. Mais heureusement, il y en a des facteurs qui influencent l'état d'esprit. Faire connaître la neuroplasticité puis donner des rétroactions pertinentes là, pour stimuler un état d'esprit dynamique. C'est deux pistes intéressantes, je pense. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une question d'introspection, de connaissance de soi, de réflexivité un peu, de Oui. savoir, OK, moi, mon cerveau fonctionne comme ça. Si j'ai telle réaction, ça peut être grâce à ceci ou à cela. Oh, je ne suis pas figée, je peux évoluer, je peux croire en moi. Et même en tant qu'adulte, enseignant, parent, il y a peut-être à se questionner sur nos propres mécanismes. Nous aussi, j'imagine qu'on aime avoir une rétroaction positive de temps à autre de ce que l'on fait. Ça s'applique autant pour le milieu du travail que pour un élève. N'importe quel humain, j'imagine, être humain a besoin de ce sentiment d'être reconnu. Ça m'amène à une question que Malika a posée qui dit, mais est-ce que le renforcement en lien avec des cadeaux matériels, ce qui était à un moment donné peut-être plus utilisé, a encore la cote ou c'est complètement obsolète? Ouais, c'est pas si évident cette question-là, hein? Donc, donner des récompenses, des collants, des points qui mèneraient à un privilège quelconque, c'est pas si évident. Tu sais, règle générale, ça marche d'une certaine façon. C'est-à-dire que s'il y a un système de récompense, un bon nombre d'élèves vont avoir tendance à vouloir adhérer à ce système-là, puis ils vont avoir un bénéfice au bout du compte de ce processus-là. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des j'ose pas le dire comme ça, mais il y a comme des effets négatifs au système de renforcement. C'est-à-dire, L'envers de la médaille, on pourrait dire. l'envers de la médaille, bien dit ça, merci. L'un des aspects, c'est qu'on se rend compte que si un élève est déjà motivé au départ, qu'on installe un système de motivation, puis qu'après ça, on l'enlève, le niveau de motivation qui était au départ élevé va être plus bas. Par exemple, un élève qui a tendance à lire beaucoup de livres, on met un système de points, un point par livre lu, puis ça donne une récompense. Une fois que ce système de points-là est enlevé, l'élève, c'est comme s'il y avait un moment où il se disait, ben là, je lisais pour les points, j'ai plus de points, est-ce que je continue à lire ou pas? Fait que bref, les systèmes de renforcement, ça peut être surtout utile, je vous dirais, dans le contexte où la motivation est hyper basse, puis qu'on veut essayer de la stimuler. Parfois, on pose la question de la motivation intrinsèque, extrinsèque, là. Pour le fonctionnement cérébral, c'est plus un continuum qu'autre chose. Des fois, on oppose les deux, mais dans le cerveau, c'est la motivation extrinsèque peut se transformer éventuellement en motivation plus intrinsèque. Donc c'est compliqué, honnêtement. Là, il faudrait vraiment en parler pas mal longtemps. Mais je vous dirais que c'est ni complètement bon, ni complètement mauvais. Ça vaut la peine de se renseigner plus avant de mettre ça en place. Je pense que ce serait la conclusion. Mais merci beaucoup. Je n'ai pas vu nécessairement d'autres questions. J'avais Michel François qui nous disait c'est un défi majeur qui apparaît. C'est très intéressant tout ce que vous avez présenté, mais ils disent le défi pour le système scolaire, entre autres, c'est justement des jeunes qui ont vécu des échecs à répétition, qui n'ont peut-être pas eu ces petites tapes et renforcements positifs. Donc, est-ce qu'il peut être trop tard à un moment donné ou est-ce qu'on est capable quand même de rattraper? Il n'est jamais trop tard pour débuter. Il n'est jamais trop tard pour débuter, certainement. Puis, il ne faut pas penser qu'en mettant en application les deux idées que je vous ai présentées, du jour au lendemain, les élèves vont être fantastiquement bons et performants. C'est pas ça. C'est qu'on renverse une tendance et là, ils se mettent progressivement à corriger davantage leurs erreurs, à faire un peu plus d'efforts. Et sur le moyen et le long terme, c'est là qu'on peut penser que ça fait une grande différence. Moi, je crois vraiment que pour certains individus, là, les deux idées que je vous ai présentées, notamment stimuler un état d'esprit dynamique, je pense que ça peut changer la vie de certains élèves qui sont devenus convaincus qu'ils sont plus capables d'y arriver. Mais il ne faut pas faire de fausses promesses. Il ne faut pas dire que ça va être réglé d'un coup. Non. Mais est-ce qu'on va aller dans la bonne direction? Oui. C'est ça qu'on veut, ultimement. On est dans une théorie des petits pas et d'essais-erreurs. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Masson, de cette présentation vraiment fort intéressante. Je pense que ça ouvre de façon magnifique la saison de nos webinaires. Donc, je rappelle que la reprise du webinaire, si vous voulez la reprendre, la partager, sera disponible sur notre site web à partir de demain. Vous pouvez également trouver sur le site prel.qc.ca dans la section webinaire les liens vers la chaîne YouTube de Monsieur Masson,
cerveau et apprentissage de mémoire, ainsi que son site web et plein d'autres articles, ainsi que des livres qu'il a nommés ou certaines études. Le prochain webinaire sera en novembre, le 15 novembre, et nous accueillerons Émilie Ouellette. C'est un webinaire destiné aux jeunes, au milieu scolaire. Émilie Ouellette est scénariste et auteur. Elle sera donc avec nous pour répondre à plusieurs questions dans le cadre de la campagne Ago on lit. Vous pouvez trouver l'information sur le site également et vous y inscrire. Et avant de vous quitter, si vous me le permettez, je voudrais vous demander de répondre à un mini-sondage quant à votre taux de satisfaction. Ça nous fait toujours plaisir de savoir si nos conférenciers invités et nos sujets vous plaisent. Sinon, il y avait quelques questions qui restaient. Alors, une attestation de participation, non, mais je peux voir ce que je peux faire pour cela, Alexandra. Je vais prendre vos coordonnées en note. Et Malika qui demandait, que pensez-vous des réseaux de concepts et la plasticité du cerveau? Si nous avons encore quelques minutes, est-ce que, avant que je lance notre sondage et que je ferme, on prend cette dernière question? La personne faisait sûrement référence au fait de faire des réseaux de concepts aux élèves. Hein. Des réseaux de concepts, c'est des mots-clés qu'on met en relation les uns par rapport aux autres grâce à des lignes. Est-ce que ça peut favoriser l'apprentissage? J'imagine que c'était ça la question. La réponse est oui. Hein? À chaque fois qu'on demande aux élèves d'expliquer quelque chose, ils doivent activer, consolider leurs connaissances et ça contribue effectivement à la réussite. C'est pas la seule activité pédagogique, évidemment, qu'on peut faire avec les élèves, là, mais c'est une piste, effectivement. On appelle ça en recherche le principe d'élaboration d'explications. Quand on demande aux élèves d'élaborer des explications, ça les aide à apprendre. Puis il y a différents moyens d'y arriver, mais les réseaux conceptuels ou cartes conceptuelles ou réseaux de concepts, il y a différents termes, ça peut être un outil parmi d'autres pour favoriser la réussite. Ouais. Vous avez tout compris, c'était bien ça. Une dernière question. Avez-vous une piste pour réussir à motiver des élèves à faire leur autocorrection avant leur remise d'un travail? Ben, je pense que... Je pense qu'on est dans les... qu'est-ce qu'on peut faire et les stratégies? Là, ça génère beaucoup de réflexion. C'est la première chose que je vous ai dit, analyse coût-bénéfice. Okay? Plus les élèves comprennent les bénéfices potentiels, plus ils risquent de faire des efforts. Fait qu'ils comprennent bien pourquoi ça vaut la peine de faire ça, comment le faire de façon la plus optimale possible pour que ça rapporte quelque chose en termes de gain d'apprentissage. Peut-être c'est une des pistes qu'on pourrait envisager. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces deux questions restantes. Alors, Monsieur Masson, ça a été un plaisir. Merci mille fois. J'espère que vous tous, vous avez autant que moi apprécié. Je pense que oui, selon tous les beaux commentaires que nous avons dans l'espace de discussion. Je vous lance le petit sondage un instant. Vous allez voir que c'est très simple. Plouf. Je pense que vous devriez le voir, donc si vous pouviez prendre un instant, chers participants, pour le compléter. Je ne sais pas si vous pouvez le voir comme moi, mais on a un taux de satisfaction très élevé, alors ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on met du cœur à vous trouver des conférenciers passionnants et passionnés. J'ai peut-être réussi à relâcher un peu de dopamine dans votre cerveau, peut-être, ça a aidé. Mais oui, je pense qu'on a plusieurs personnes qui vont réfléchir à cette notion de l'œuf ou la poule, la réussite avant la motivation, la motivation avant la réussite. Ça fait réfléchir. Ou est-ce que finalement, au lieu de voir les choses de façon linéaire, on pourrait les voir de façon cyclique? Pour préciser, ça vaut la peine d'être motivé. Si on est motivé, on risque de faire plus d'efforts. Mais qu'est-ce qui vient avant quoi? C'est ça qui est un peu déroutant. Il semblerait que c'est davantage la réussite, d'où l'intérêt d'essayer de favoriser la réussite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de stimuler la motivation pour autant. Donc, voilà, pour terminer, je pense que j'aurais envie de dire, soyons... j'ai envie de vous souhaiter, en fait, à tous de réussir à motiver la réussite. Ouais, c'est bien ça. On pourrait dire conclusion. Excellent. Merci encore. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes et puis à tout bientôt. Bonsoir. Au revoir.